bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, à savoir les scénarios d'une potentielle légalisation du cannabis en France d'ici 2030. C'est vraiment au cœur des débats en ce début d'année 2026. Et c'est un sujet ultra sensible. Exactement. L'objectif ici, c'est de décortiquer les données techniques et économiques. On laisse les postures politiques au vestiaire, on reste strictement neutre et on s'appuie uniquement sur les faits des rapports prospectifs. C'est essentiel pour avoir une analyse claire. Pour commencer, il y a ce fameux paradoxe français. On maintient l'arsenal répressif le plus strict d'Europe depuis 1970, mais on compte, paradoxalement, 10,8% de consommateurs réguliers chez les adultes. Oui, c'est une contradiction majeure. Enfin, ça montre bien les limites du système actuel. Et quand on regarde les données internationales, on comprend vite que la régulation, c'est pas du tout un bloc monolithique. Ouais, les rapports mettent en avant 3 architectures très distinctes. La première, c'est la simple dépénalisation. On désengorge les tribunaux en supprimant les sanctions pénales pour l'usage. Mais la faille béante de ce modèle... C'est qu'ils laissent toute la production aux criminels, c'est ça, hein? Exactement. L'offre reste à 100% aux mains du marché noir. Ce qui nous amène au deuxième modèle, celui du monopole public pur et dur, genre ce qu'on a pu voir en Uruguay. C'est fascinant parce que l'État gère tout avec un prisme strictement sanitaire. La logique commerciale en est totalement absente. Et à l'extrême inverse, on trouve le marché privé régulé sur le modèle du Colorado, un modèle extrêmement lucratif avec des licences accordées à des entreprises privées. Mais c'est aussi celui qui crée le plus de frictions réglementaires. Oui, parce que les autorités se retrouvent en lutte permanente pour encadrer un marketing très agressif. Le but des entreprises, c'est inévitablement de maximiser la consommation au détriment de la prévention. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant si la France s'oriente vers un modèle privé ou hybride. Les projections donnent le vertige, on parle de 2,8 milliards d'euros de recettes fiscales par an. C'est colossal. Et ça implique la création ex nihilo de toute une filière industrielle. Avec 27 500 à 80 000 emplois à la clé, de l'agronomie jusqu'à la vente au détail. Si on relie ça à la situation globale, il y a aussi la mécanique des coûts évités. La fin de la prohibition libérerait environ 568 millions d'euros des budgets policiers et judiciaires. Qu'on pourrait théoriquement réallouer contre les drogues dures. Mais on sait que cette transition économique provoquerait une onde de choc social massive. Surtout dans les quartiers dits sensibles. Parce que l'économie souterraine, aujourd'hui, fonctionne comme un véritable régulateur informel. Ça fait vivre de très nombreuses familles. Démanteler cette économie de l'ombre sans déployer en parallèle une politique d'insertion ultra ciblée, c'est prendre le risque de voir ces populations basculer vers d'autres formes de criminalité organisée. La transition doit vraiment se penser socialement. Comme la sécurité routière, qui reste le grand point aveugle. Contrairement à l'alcool, la rémanence du THC fausse la donne. La substance reste détectable dans l'organisme bien après la dissipation des effets psychotropes, ce qui rend la création d'un cadre répressif au volant, juste et scientifiquement fondé, extrêmement complexe. Et sur le front de la santé, les retours de l'étranger obligent à repenser la prévention. Les données canadiennes sur les produits comestibles sont particulièrement alarmantes. Avec des produits dérivés qui imitent des confiseries, les intoxications accidentelles chez les jeunes enfants ont tout simplement triplé. Cela impose des contraintes drastiques sur les dosages et le packaging. Il faut aussi intégrer l'impact environnemental, qui apparaît dans les rapports comme une vraie bombe à retardement. L'empreinte carbone de la culture en intérieur est stupéfiante. Un seul kilo cultivé sous lampe à haute intensité génère jusqu'à 5200 kg de CO2. La transition vers une culture en extérieur fait chuter ce bilan carbone, c'est vrai, mais elle fait exploser l'empreinte hydrique. Un seul plant en extérieur peut boire 22,7 litres d'eau par jour. Dans un contexte de stress hydrique croissant en France, déployer une telle culture à l'échelle industrielle soulève de gros enjeux. De très sérieuses questions écologiques, oui. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire au final ? Légaliser n'est clairement pas une formule magique. C'est un exercice d'équilibriste permanent entre opportunités économiques, respect des libertés, santé publique et limites environnementales. Cela soulève une question importante sur l'application. Toute l'architecture repose sur la capacité de l'État à trouver le point d'équilibre fiscal parfait, ce qui est particulièrement difficile à calibrer sur un nouveau marché. C'est qui nous amène à une dernière réflexion pour clore ce deep dive. Au Canada, les rapports montrent qu'un excès de taxes et une bureaucratie asphyxiante ont poussé des entreprises légales directement à la faillite. Voici donc une piste à creuser. En cherchant à maximiser les profits fiscaux, Exactement.
Si l'État français cherche à tout prix à renflouer ses caisses, un futur marché légal ne risquerait-il pas de s'effondrer sous son propre poids, offrant in fine la victoire ultime au marché noir qu'il tentait d'éradiquer? Une dynamique complexe à garder en tête pour la suite des débats.